Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Caroline Dufy et je vais dire quelques mots très rapides pour présenter ce premier webinaire de la série des webinaires du département Changes, donc qui s'appelle Les sciences sociales dans la cité. Et donc quelques mots pour présenter le département, qui est la structure qui propose ce webinaire. Donc le département est une structure de la recherche à l'Université de Bordeaux et donc rassemble des unités de recherche qui travaillent dans les disciplines de sciences sociales. Donc Changes, l'objet du département, c'est véritablement d'analyser les changements sociétaux qui se produisent dans la société, dans notre société aujourd'hui. Et donc à ce titre, il rassemble un grand nombre de sciences sociales et humaines, donc 16 sciences sociales et humaines au minimum, hein, donc géographie, sociologie, anthropologie, sciences politiques, pardon, économie, mais aussi géographie, histoire. Donc droit, toutes ces sciences doivent nous amener à comprendre et à essayer d'analyser les sociétés contemporaines. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Romane Garcia qui va vous présenter plus spécifiquement la thématique de ce jour. Donc, ce webinaire a vocation à se perpétuer et à donc continuer. Il associe donc des chercheurs et chercheuses dans les disciplines que j'ai mentionnées, mais aussi des acteurs de la société civile. Et à ce titre-là, nous sommes très heureux de pouvoir présenter sa première séance. Donc voilà, merci aux intervenantes de ce webinaire d'avoir bien voulu inaugurer cette série. En tout cas, je souhaite une longue vie au webinaire Les sciences sociales dans la cité. Et je laisse maintenant la parole à Romane pour une présentation des intervenantes. Merci beaucoup. Merci Caroline. Alors, je rappelle juste au public que pour poser vos questions, ce sera par écrit. Vous avez un bouton Q et R, questions et réponses. Et n'hésitez pas tout au long du séminaire à poser vos questions. Nous les compilons et nous les poserons à la fin aux intervenantes. Donc, n'hésitez pas à taper vos questions par écrit. Donc, merci à tous pour vous être connectés à ce webinaire Excision, chirurgie réparatrice du sexe féminin, reflet des évolutions sociétales. Il faut savoir qu'en France, en 2019, donc c'est un vieux chiffre, mais il est toujours d'actualité, on estime qu'il y a à peu près 60 000 femmes excisées qui vivent sur le territoire français. Parler de l'excision, c'est toucher à l'intimité, c'est s'exprimer sur le corps, sur la santé. C'est aussi aborder un traumatisme et c'est aussi parler de contextes familiaux, d'une pratique culturelle et donc aussi ça touche à plusieurs pays et à la religion. Donc, afin de prendre en compte tous ces aspects, nous allons aujourd'hui aborder l'excision et les chirurgies réparatrices sous l'angle d'une discipline scientifique qui est l'anthropologie. Et pour cela, je vais commencer par passer la parole à Isabelle Gobato, qui est maître de conférence en anthropologie à l'Université de Bordeaux et chercheuse au laboratoire Passage, laboratoire de sciences humaines et sociales. Et Isabelle va aborder comment le corps nous parle des sociétés et comment l'anthropologie interroge le lien corps et culture. Isabelle, je vous laisse la parole. Merci. Alors, oui, en tant que du coup, première intervenante à prendre la parole, je vais en fait brièvement introduire ce sujet des excisions et des chirurgies réparatrices après excision en disant tout d'abord que ça n'est pas toujours simple de prendre part à des échanges sur ces questions qui, de longue date, entraînent avec elles des prises de position qui sont souvent tranchées. Par exemple, sur qui détient une certaine légitimité, par exemple, pour parler en particulier de l'excision ou pour la catégoriser, parfois pour s'y opposer ou pour militer contre cette pratique. Ce qui conduit à en suggérer des contours qui flirtent avec le registre du jugement, et plus spécifiquement de la condamnation morale face à une pratique qui, dans le débat public, est longtemps apparue comme étant uniquement associée au continent africain, à des femmes qui seraient marquées par leur origine ethnique, qui seraient soumises à des pratiques rituelles liées à leurs coutumes.
Donc, d'entrée de jeu, je précise qu'il ne s'agit pas pour nous, et je pense pouvoir parler pour l'ensemble des intervenantes, qu'il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de prendre position sur l'excision, ni sur les chirurgies réparatrices, ce qui nous amènerait à tenir des propos qui reposeraient sur nos convictions, et ce qui nous conduirait, par exemple, à en suggérer le caractère acceptable ou non, tolérable ou intolérable, et même si nous avons toutes des opinions personnelles sur ce sujet. Mais il s'agit plutôt de proposer un certain nombre de repères d'une part et de suggérer des interrogations et une discussion d'autre part sur ces deux registres de pratique, excision et chirurgie réparatrice du sexe féminin. En tout cas, chirurgie dite réparatrice du sexe féminin. Et les intervenantes qui prendront la parole à ma suite reviendront chacune à partir de leur expertise sur cette notion de réparation. De quoi parle-t-on vraiment ? Que répare-t-on ? Un corps ? Comment réparerait un instrument cassé ? Un sexe ? Un handicap ? Ou une souffrance infligée à une personne ? Une injustice ? Une violence faite aux femmes ? Ou peut-être tout cela à la fois ? Donc on repère en tout cas assez rapidement avec un tel sujet à quel point les manières de dire, les choix effectués dans les termes utilisés pour exposer le sujet, pour nommer des situations, ne sont absolument pas neutres. Et parler d'excision ou de mutilation génitale féminine, ou encore d'altération génitale féminine, ou encore de modification génitale féminine, une des expressions qui d'ailleurs s'affiche a priori comme la plus neutre sur le plan des valeurs et des jugements en relation avec cet acte, à la différence par exemple de mutilation, qui renvoie davantage à l'idée d'un acte violent, peut-être barbare. Et pour les chirurgies, parler de réparation ou de reconstruction, ça n'est pas tout à fait la même chose non plus. Et c'est déjà une manière de classer, de catégoriser, tout en retenant une position de principe en termes de droits humains, d'éthique globale, etc. Ces expressions, elles ont une histoire qui est ajustée à l'évolution du débat et de la mobilisation, en particulier des institutions internationales qui s'en sont saisies, puisque cette pratique d'excision a été explicitement envisagée comme un problème relevant de la communauté internationale depuis la fin des années 50 à peu près, et Idia Tousso apportera des précisions à la suite de mon intervention sur cette question. Ce qui est intéressant en tout cas et relativement récent, c'est que nous avons aujourd'hui ces deux types de registres de pratiques qui cohabitent dans plusieurs sociétés d'Europe, d'Afrique, et ce, évidemment, d'autant plus dans nos mondes actuels globalisés, où d'anciennes pratiques perçues comme traditionnelles coexistent avec des interventions chirurgicales plus récentes, et pour faire le pendant, on pourrait dire plus modernes. L'intervention de réhabilitation clitoridienne a été développée en France à la fin des années 90. Et on peut y rajouter d'ailleurs les chirurgies cosmétiques du sexe féminin, qui sont d'autres formes d'intervention possibles sur le sexe des femmes, et Gerhard El-Ghendi l'abordera tout à l'heure. Et l'excision en serait en quelque sorte le miroir inversé négatif, pour reprendre Dina Bader, qui a particulièrement travaillé sur ces questions. Alors, si chaque registre, excision d'un côté, chirurgie réparatrice de l'autre, est intéressant à questionner pour lui-même, leur mise en dialogue est particulièrement heuristique, à plus d'un titre, et j'ouvre simplement ici quelques pistes de réflexion possibles, et on pourra y revenir si vous le souhaitez dans la discussion. D'abord, ce sont en tout point des pratiques sociales, bien que l'une, les chirurgies dites réparatrices, tendent davantage à s'afficher sous un angle médical, presque technique, justement de réparation des corps, comment on réparerait ou comment on réparait des corps blessés, des gueules cassées après la guerre. Et la notion de réparation s'inscrit d'ailleurs dans cette filiation. Ça n'est évidemment pas que ça, et Marie-Jo Bourdin présentera en quoi consiste précisément, concrètement, cette prise en charge globale des femmes excisées par la chirurgie en France, en restituant cette possibilité médicale, ce geste technique, dans un processus bien plus large, c'est-à-dire dans un parcours médico-psychologique. En tout cas, deux registres qui cohabitent donc depuis plusieurs années et qui tous deux, bien que sous des modalités différentes, engagent le triptyque corps, personne, société. Le corps, cette base matérielle incontournable de notre vie biologique et de nos expériences vécues, qui permet notre rapport au monde. Les expériences corporelles, autrement dit les personnes dans leur corporéité, dans leur dimension corporelle, et les dynamiques sociales qui façonnent et engagent les corps et les personnes dans une dimension holiste. Et ces pratiques de modification génitale féminine, pour nous en anthropologie,
mais je ne pense pas m'égarer en disant que c'est aussi le cas en sociologie, ce sont des histoires de corps, de personnes, d'attentes, de prescriptions sociales et culturelles qui construisent des normalités, par exemple avec un sexe féminin dont il faut ôter le clitoris pour lui enlever sa part masculine, ou un sexe féminin auquel il faut restituer un clitoris pour lui redonner sa normalité. Autant de certitudes qui engagent aussi des imaginaires, du symbolique, ces fameux signes qui font sens, dans ce processus de construction de la personne par son corps. Puis dans l'organisation des relations entre hommes et femmes, etc. Des prescriptions sociales qui intègrent cette valence normalité-anormalité, mais qui servent aussi à construire des identités. Ça a été beaucoup mis en avant pour les excisions, mais aussi des altérités, parfois du contrôle de la sexualité féminine, mais aussi de la sexualité masculine, d'ailleurs, elle n'en est pas exempte, ou de la domination, également convoquée dans l'analyse de l'excision, de sorte que dans nos manières, l'anthropologie, de nous saisir de ces sujets pour les construire en objets scientifiques, le corps, dans cette approche holiste, représente un outil et un vecteur particulièrement pertinent pour interroger les sociétés, les cultures, pour rendre compte en particulier des processus par lesquels les sociétés, les communautés s'organisent et s'expriment pour partie dans et par cette matière qui n'est pourtant jamais que cela. Donc les corps constituent un support central pour faire société, pour fabriquer des communautés, des cultures, du commun. Et pour nous, il permet de comprendre et de rendre compte plus fondamentalement de la production de ce qu'on appelle des mondes vécus dans leur dimension matérielle, dans leur construction imaginaire. Et les corps, pour nous, en sont des vecteurs et dans un même mouvement, ils en constituent une trace pour le chercheur. Et l'excision, puis les pratiques de chirurgie reconstructive sont particulièrement intéressantes sous ce prisme et illustratives de cette complexité sociale et culturelle qui se joue derrière ces deux types de pratiques. Un second point possible donc, de discussion, je l'ai dit, le corps et les personnes dans leur corporéité matérialisent notre lien au monde en tant que réalité, mais aussi en tant que projet, au travers de son vécu intime, dans sa sexualité, etc., à l'échelle d'une vie ou d'un collectif, dans ce que l'on souhaite pour soi, ou pour son ou ses groupes d'appartenance, d'affiliation. Et je dois dire là, à la suite d'autres chercheurs qui ont travaillé sur ces questions, que mettre en dialogue excision et chirurgie réparatrice permet de réinterroger certains processus par lesquels les femmes se ressaisissent de leur corps, pensent leur intimité, leurs droits, leur liberté, élaborent des projets de couple, des projets de vie pour se construire en tant qu'individu, en tant que sujet de leur histoire, notamment par une prise de distance avec une histoire familiale et culturelle incorporée, une histoire et un statut dont leur corps porte la trace, une trace qui pourrait être effacée, avec des effets souhaités. Et qui sont ces femmes donc, qui sollicitent une chirurgie réparatrice, qu'elles aillent jusqu'au bout du processus ou pas? Pourquoi le font-elles? Que recherchent-elles? Qu'attendent-elles d'une telle possibilité médicale? Ce sont parmi d'autres des questions que Idia Tousso et Gerhard Elgendi déploient dans leur recherche doctorale, et elles y reviendront, et Marie-Laure Bourdin apportera à elle des éclairages depuis sa pratique, de sorte que sous ce prisme un peu global, on peut travailler, lorsqu'on pense à des projets, on peut travailler ces fameux processus d'agentivité dont on parle souvent, qui peuvent se déployer via les corps. Qu'est-ce que les parcours, les trajectoires de ces femmes nous apprennent sur les transmissions et les ruptures dans les transmissions socio-culturelles, familiales, dans les formes de leur pérennité, mais aussi justement dans leur temps de rupture ou de mise à distance et avec quels effets. Et donc, qu'est-ce que tout cela nous apprend en relation avec cette question centrale dans le département de Changes du changement social? À quelle place y prennent les corps? Dans cette même focale, il est intéressant aussi d'interroger le rôle que joue le registre du médical ou le champ médical dans ces processus, ainsi que dans l'approche donc du changement, des transitions. Et c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Alors, ça n'est pas nouveau comme questionnement. Des sociologues tels que Dominique Mémy, par exemple, ont déjà interrogé les fonctions de contrôle social qui se jouent sans intentionnalité, mais de manière efficace via le registre médical, autour de la procréation médicalement assistée, par exemple, en tout cas autour de la médicalisation des corps, de la sexualité. Et il me semble justement pertinent d'interroger la part que les professionnels de santé et la médecine prennent aussi à leur tour dans ces changements, notamment
par le biais de la définition des corps ou des sexes normaux ou beaux que l'on pourrait légitimement souhaiter pour soi. On note parfois dans les propos tenus une dichotomie qui jouerait à plein, corps contraint par les pratiques comme l'excision versus corps libre, reconstruit, réparé en quelque sorte. Or, via ces nouvelles possibilités ou offres médicales de chirurgie, on est placé dans la sphère médicale, ce qui tend effectivement à déculturaliser ces pratiques pour les afficher essentiellement en termes techniques, médicaux. Mais ces professionnels ne seraient-ils pas aussi indirectement des pourvoyeurs de modèles corporels qui seraient aujourd'hui désirables? C'est une suggestion qui peut sembler provocatrice, mais elle mérite en tout cas d'être proposée et elle l'est par les quelques spécialistes de ces questions. Je pense en particulier à Marie Lesclingan ou à Armelle Androu. La question se pose d'autant plus aujourd'hui que nous disposons, entre autres, de ces chirurgies et d'autres encore, sur lesquelles Gehad El-Gendi reviendra tout à l'heure dans le cadre de l'Égypte, des chirurgies des organes génitaux, des chirurgies qui concernent donc le sexe féminin, mais ce sont des chirurgies cette fois dites cosmétiques qui se sont développées aussi assez récemment, mais qui prennent une réelle ampleur depuis le début du XXIe siècle et qui sont envisagées, présentées cette fois comme des interventions d'embellissement sur les corps ou d'embellissement du sexe féminin qui viendraient peut-être corriger des imperfections, des pratiques qui engagent à leur tour des conceptions d'une esthétique des corps féminins, qui reposent aussi sur des normes sociales, culturelles, donc via un discours savant et des pratiques médicales, circulent aussi, mais comment précisément, c'est là où c'est intéressant de creuser, des critères de normalité des corps et des personnes, d'une sexualité qui serait épanouie. Par conséquent, on est vraiment avec ces problématiques d'excision et de chirurgie du sexe féminin à l'intersection de problématiques qui engagent certes le corps, mais aussi les manières d'habiter ces corps, de se construire en tant que personne à travers ces corps. Elles engagent évidemment les mondes socioculturels dans lesquels nous vivons, leur dynamique de mise en signification, de production de sens, leur dynamique de production de normes, de mise aux normes, d'étiquetage, de contrôle, etc. Autant de processus qui étayent nos manières de nous concevoir dans ces mondes et d'organiser nos relations sociales. Donc, je vais m'arrêter là pour ces quelques propos introductifs mais qui naissent vraiment de cette mise en perspective pour penser ensemble excision et chirurgie réparatrice dans nos sociétés du XXIe siècle, dans leurs différences fondamentales, mais aussi dans leurs potentielles similitudes. Et j'en termine là pour laisser la parole aux autres intervenantes. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps, si j'ai dépassé. Non, mais Isabelle, c'est parfait, je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Idiatou Sow. Idiatou, vous êtes doctorante en anthropologie au laboratoire Passage à l'Université de Bordeaux et vos recherches portent sur l'excision et les chirurgies réparatrices. Je vous laisse nous en dire plus sur ces pratiques sociales. Merci beaucoup, Romane. Bonjour à tous, je m'appelle Idiatou Sow, je suis en deuxième année de thèse en anthropologie à l'Université de Bordeaux. Je suis rattachée à l'UMR CNRS Passage. Mon sujet de thèse porte sur l'excision et les chirurgies réparatrices des femmes africaines et d'origine africaine vivant en Europe, en France particulièrement sur Bordeaux et sur Paris. Pour ce webinaire, je suis appelée à faire ma présentation autour de 3 axes. L'excision, la chirurgie de reconstruction clitoridienne, connue le plus souvent sous le nom de chirurgie réparatrice du clitoris, et les chirurgies cosmétiques. Qu'entend-on derrière ce terme d'excision? Le terme excision vient du latin excisio, qui signifie entaille, coupure. Il apparaît au XVIe siècle dans l'usage médical dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, mais le terme excision est beaucoup plus utilisé pour désigner l'excision clitoridienne, qui est l'ablation de la partie externe prépondérante du clitoris et de son capuchon, parfois accompagnée de l'ablation des petites lèvres et de la suture des grandes lèvres. Les travaux historiques, sociologiques et anthropologiques sur cette question soulignent tous une origine floue, mais néanmoins très ancienne de l'excision qui pourrait remonter à l'Égypte ancienne. Selon certains auteurs comme René Nelly, l'excision remonterait entre 5000 et 6000 ans avant Jésus-Christ. Certaines études montrent que des momies égyptiennes du VIe siècle ont été retrouvées excisées et infibulées.
Que sait-on de l'excision dans le monde? D'après les études menées dans ce domaine, l'excision est existante dans une trentaine de pays de l'Afrique: le Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Égypte, Gambie, Somalie, Djibouti, Burkina Faso, Soudan, Kenya, Sierra Leone, etc. En Guinée, Égypte, Djibouti, Éthiopie, Mali, Sierra Leone, Somalie, Soudan, la grande majorité des femmes ont été excisées, soit plus de 85%. Dans d'autres pays, seules certaines fractions de la population sont touchées. L'excision varie entre 20 et 40%. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gambie, Kenya, Libéria, Mauritanie, avec un taux de 23% en 2018 au Sénégal. Les pays comme le Bénin, Cameroun, Ghana, Nigeria, Ouganda, le taux d'excision est inférieur à 20% et concerne que quelques minorités ethniques. Hors d'Afrique, la population se retrouve au Yémen, en Irak, en Indonésie, dans certains pays du Proche et Moyen-Orient et d'Asie. Des études récentes mentionnent même leur existence dans d'autres pays comme Oman, Jordanie, Syrie, Malaisie. L'excision aurait été pratiquée, d'après certains auteurs comme Lacker, en Occident, à des fins médicales avec le docteur Isaac Baker Brown, afin de lutter contre l'onanisme féminin et l'hystérie. Et aux États-Unis jusqu'à la fin des années 1960. Plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi l'excision et environ 6 millions de nouveaux cas par an. En France, le nombre de femmes excisées est estimé à 60 000 femmes. Par rapport à l'âge à laquelle l'excision est pratiquée, cela diffère d'un pays à l'autre. Au Sénégal, par exemple, l'excision est pratiquée à des âges très jeunes. En effet, 9 femmes excisées sur 10, soit 92%, ont déclaré qu'elles avaient été excisées avant l'âge de 10 ans, en grande partie avant leur 5e anniversaire. Mais dans d'autres pays d'Afrique comme en Europe et en République centrafricaine, plus de la moitié des femmes, respectivement 58 et 60%, ont été excisées entre 10 et 14 ans. Rappelons aussi que l'excision n'est pas seulement une pratique musulmane. Les enquêtes démographiques de santé montrent qu'elles existent aussi bien parmi des populations se déclarant animistes que parmi les populations des 3 grandes religions monothéistes, musulmanes, chrétiennes et juives. La pratique est en général réalisée par des praticiennes dites traditionnelles qui, la plupart du temps, n'ont aucune qualification médicale. Rasoir, lame ou couteau étaient dans la plupart des cas les instruments de la pratique. On observe cependant des exceptions comme en Égypte où un tiers des femmes déclarent avoir été excisées par un professionnel de santé, comme le développera ma collègue Gerhard El-Kendi. En ce qui concerne les manières de nommer cette pratique, le vocabulaire désignant les pratiques d'excision va évoluer en parallèle avec la mobilisation internationale visant à les faire disparaître. Avant les premières mobilisations, ces pratiques avaient été particulièrement décrites par les anthropologues dont les approches avaient mis l'accent sur les aspects rituels en les désignant sous le terme de circoncision féminine, en référence au rite de passage à l'âge adulte qui comprenait, dans de nombreuses sociétés africaines, les pratiques de circoncision masculine et féminine. Cependant, au fil des années, le terme mutilation génitale féminine, MGF, va s'imposer, renvoyant à une prise de position politique et éthique, c'est-à-dire certaines institutions vont décider que ce ne sont plus des pratiques rituelles qui se nommeraient excision, mais des mutilations sexuelles à l'encontre des droits des femmes et des filles qu'il faudrait combattre. Le terme mutilation génitale féminine ou mutilation sexuelle féminine est donc d'un usage récent par rapport au terme d'excision.
Il désigne toutes les pratiques incluant l'ablation ou la lésion partielle ou totale des organes génitaux externes pour des raisons non médicales. L'expression se répandit vers la fin des années 70 et établit non seulement une distinction linguistique claire avec l'excision, mais encore du fait de sa connotation fortement négative. Il souligne la gravité de l'acte. Dans les années 90, ce terme fut retenu lors de la 3e conférence du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants à Addis Abeba. Le mot mutilation souligne l'idée que la pratique constitue une violation des droits humains des filles et des femmes et renforce ainsi l'engagement national et international en faveur de son élimination. Cependant, au niveau des communautés, le terme peut susciter des problèmes. Les langues locales décrivent généralement la pratique par le mot moins catégorique d'excision. Il est compréhensible que les parents n'apprécient pas la suggestion qu'ils mutilent leurs filles. Dans la langue Peul, par exemple, le mot Sunningol est utilisé aussi bien pour nommer l'excision que la circoncision. Une autre ethnie appelée les Fouladou parle de Kadingol, dont le radical Kad renvoie au mot couper. Il est utilisé pour dire couper des arbres ou du bois. Afin de rendre la signification du terme mutilation au niveau politique et en même temps dans l'intention de reconnaître l'importance de ne pas employer une terminologie qui véhicule un jugement à l'égard des communautés pratiquantes, l'UNICEF a adopté l'expression excision/mutilation génitale féminine. Cependant, dès 1997, l'OMS proposa une première classification des types de mutilation qui sera revisitée en 2007 en s'appuyant sur les conclusions d'un groupe d'experts réunis par l'OMS. Depuis 2008, l'OMS catégorise les mutilations génitales féminines en 4 types principaux. Le type 1 consiste à l'ablation partielle ou totale du clitoris. Le type 2 est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans mutilation des grandes lèvres. Le type 3, appelé circoncision pharaonique parce que pratiquée en Égypte depuis l'Antiquité ou infibulation, s'agit du rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres et ou des grandes lèvres avec ou sans mutilation du clitoris. 4 concerne toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques telles que la ponction, le percement, l'incision, la scarification. Que sait-on aujourd'hui des logiques et raisons de ces pratiques sociales? Plusieurs raisons ont été mises en avant par les communautés. Pour certains, il s'agit d'une pratique qui rentre dans le contrôle de la sexualité féminine et de la préservation de la virginité, ce qui a comme effet d'augmenter le plaisir masculin, mais aussi la confirmation de l'appartenance à un groupe social qui contribue à préserver l'honneur de la famille et de la communauté. La non-conformité à ces pratiques dans les sociétés concernées peut aller de la marginalisation à l'exclusion dans le groupe. Pour d'autres, cette pratique est un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. Celle-ci garantit à la fille un statut de femme et par là à venir du statut d'épouse et de mère. Elle témoigne aussi d'un signe de beauté. D'ailleurs, dans certains pays où l'excision est traditionnellement pratiquée, les femmes qui ne sont pas excisées sont réputées sales ou laides. Des études montrent aussi que dans certaines sociétés, que le clitoris représente la partie masculine dont est pourvu le sexe féminin à la naissance. Représentation que l'on retrouve d'ailleurs dans les mythes de l'androgynie et de la bisexualité originelle. Une femme non excisée est considérée comme n'ayant pas d'identité sexuelle. L'ablation du clitoris est donc jugée nécessaire pour inscrire le corps des femmes dans leur entière féminité.
L'excision a ainsi pour but de sexuer, marquer le corps de manière masculine ou féminine. Concernant les conséquences liées à cette pratique, les premières études sur les conséquences médicales de l'excision/mutilation génitale féminine ont été menées dans les années 80, mais c'est seulement au début des années 2000 que le corpus de travaux est devenu suffisamment important pour permettre d'étudier plus précisément les risques de santé liés aux mutilations génitales féminines. 3 types de complications sanitaires sont identifiés. Les risques immédiats qui sont encourus au moment même de l'acte, par exemple des douleurs sévères lors de la coupure, des saignements, des infections. Les risques sur le long terme qui peuvent survenir à n'importe quel moment de la vie, douleurs chroniques et de kéloïdes, les infections génitales pelviennes et urinaires et les complications obstétricales. Enfin, les risques spécifiques aux mutilations de type 3, c'est-à-dire aux mutilations conduisant à une suture des grandes lèvres. Ça peut être des problèmes urinaires et menstruels majeurs, les déinfibulations forcées lors des rapports sexuels, les douleurs et dysfonctions sexuelles systématiques. Cependant, depuis quelques années, nous assistons à une nouvelle technique chirurgicale appelée chirurgie réparatrice du clitoris, demandée par des femmes ayant des complications liées à l'excision. Qu'est-ce que les chirurgies réparatrices de reconstruction du clitoris? L'histoire de la reconstruction du clitoris est récente. Elle a été développée à la fin des années 90 par Pierre Foldès, urologue français, dans le cadre d'une médecine humanitaire visant à offrir des solutions aux femmes excisées présentant des douleurs, des complications douloureuses, mais aussi pour répondre à un éventail de demandes plus larges. Demandes d'amélioration de la qualité de la vie sexuelle, mais aussi des attentes relatives à l'intégrité physique, être des femmes à part entière. L'opération consiste à remettre en évidence les parties enfuies du clitoris qui n'ont pas été sectionnées lors de l'acte mutilant, puis avec ces éléments restants, reconstituer un massif clitoridien normalement innervé et en position anatomique habituelle. La chirurgie du clitoris part dans une logique de restaurer une apparence normale du clitoris, ce qui est une vraie question pour nous anthropologues. Elle est pratiquée dans quelques pays comme le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cependant, la France est de nos jours le seul pays à avoir développé une prise en charge chirurgicale reconnue, remboursée par l'assurance maladie et disponible dans une vingtaine de services hospitaliers. D'amples explications seront apportées sur cette technique chirurgicale par ma collègue Marie-Jo Bourda. Mais notons aussi qu'il existe d'autres types de chirurgie sur le sexe féminin, nommées chirurgie cosmétique, qui sont perçues comme des interventions d'embellissement des corps, répondant à des choix individuels. D'ailleurs, dans les espaces visant à les promouvoir, elles sont souvent qualifiées de chirurgie de l'intime. Cette branche de la médecine définit des interventions réalisées à des fins esthétiques sur des corps ne représentant ni pathologie, ni anomalie congénitale, ni handicap fonctionnel. La question se pose concernant la continuité qu'il peut y avoir entre ces types de pratiques, comme le développera Djihad El-Hendi. C'est ce qui met fin à ma présentation. Merci de votre attention. Je vous remercie, Diatou. Et je vais maintenant rappeler au public que vous avez l'onglet questions-réponses QR pour poser vos questions par écrit et nous y répondrons à la fin des interventions. Je vais passer maintenant la parole à Marie-Jo Bourdin. Marie-Jo, vous êtes thérapeute psychosociale. Vous avez travaillé au Centre médico-psychologique François Minkomska. Je vous laisse faire un retour de terrain puisque vous avez travaillé avec des femmes ayant subi des mutilations génitales. Je vous laisse la parole. Alors, j'ai le PowerPoint, donc il faut me guider un peu. J'ai l'écran partagé, là, vous m'avez donné la main? Oui, je vous laisse appuyer sur le bouton écran partagé ou partager mon écran. Oui,
ça y est. Est-ce que vous voyez? Alors non. Est-ce que vous avez plusieurs écrans? Non. Peut-être qu'il faut que je... Est-ce que moi, je l'ai sous les yeux, mon PowerPoint? C'est l'icône vert, partager l'écran qui est en Oui, bas. oui, c'est... Hein, c'est ça, vous avez cliqué dessus? Mais j'ai cliqué dessus avant. Il faut que je clique après, peut-être maintenant? Oui, essayez. Ah, c'est bon, ça commence à... C'est bon? Parfait, nous le voyons. Vous le voyez? Bon, alors... Oui, donc j'ai travaillé au centre Françoise Minkowska, qui est un centre médico-psychologique pour migrants et réfugiés. Et j'ai travaillé depuis 40 ans sur cette question de l'excision en recevant, dans le cadre de prise en charge, des femmes victimes de cette mutilation. Alors, bon, il y a des diapos où je vais passer vite parce que Idiatou a déjà dit des choses. Hein. Je voudrais reprendre la définition de l'OMS sur cette question des mutilations génitales féminines qui dit que toute intervention faite sur les organes génitaux féminins. Donc, il s'agit de l'ablation ou de la détérioration d'une partie du sexe anatomique avec une altération de la sexualité féminine. Et il existe donc plusieurs formes d'excision. Donc, elle en a parlé, je ne vais pas reprendre, hein, donc les 4 types de classification de l'OMS. Vous voyez bien les diapos en entier? Alors, on les voit pas en entier. Essayez d'appuyer sur le bouton diaporama pour ou plein écran. Oui, c'est ça que j'ai pas fait. Parce que j'ai l'écran du webinaire. Alors, C'est très bien là, on le voit bien là. Vous voyez, bon. Oui, c'est mieux. Donc, je les reprends pas. Donc, elle en a parlé. Donc, l'infibulation, vous avez bien vu, hein, ça laisse vraiment qu'une petite ouverture pour laisser passer le sang menstruel et l'urine. Hein. Donc, celle qu'on rencontre le plus souvent en France, c'est la type 1 et la type 2. Hein. Parfois, vous entendrez parler d'infibulation en France, ce qui est assez rare d'en trouver, mais on a parfois ce qu'on appelle des pseudo-infibulations. C'est-à-dire que j'ai des patientes, par exemple, qui m'expliquaient que la cicatrisation se faisant très mal, on fait revenir l'exciseuse qui met des poudres ou des pommades traditionnelles et qui bande les jambes des petites filles pendant 8-10 jours. Et ce qui fait que ça fait une coalescence, c'est-à-dire que les lèvres se collent et on peut penser à une infibulation. Mais en général, ce sont des pseudo-infibulations. Alors, les complications médicales, elles sont à plus ou moins long terme, elle en a parlé, hein, donc ça va effectivement des hémorragies qui peuvent conduire quand même à un décès, des septicémies, le tétanos. Alors, la transmission du VIH, on l'oublie, ça a été aussi un des moyens d'aborder cette question dans certains pays. Les blessures parfois d'un organe voisin, des problèmes urinaires, etc. Donc, des problèmes à plus long terme et des problèmes gynécologiques, bien entendu. Au niveau de la sexologie aussi, souvent, les femmes parlent d'absence de désir, des difficultés à éprouver du plaisir, la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs pendant les rapports. Et toutes ces complications sont parfois à l'origine de conflits de couple qui peuvent aller jusqu'au divorce, parce que bien sûr, on accuse la femme. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les complications obstétricales, qui sont souvent proportionnelles à la sévérité de l'excision. Les grossesses et l'accouchement représentent toujours des moments de risque à la fois pour la mère et pour l'enfant. Et il faut ne pas hésiter, je ne sais pas s'il y a des sages-femmes qui nous écoutent, à parler pendant la grossesse, à évoquer cette mutilation, car il y a aussi l'appréhension souvent de l'accouchement. Une patiente me disait une fois qu'en fin de grossesse, elle ressentait les mêmes douleurs
qu'au moment de l'excision. Elle était très angoissée avant d'accoucher. Heureusement, elle est tombée sur une sage-femme d'origine africaine qui connaissait bien la problématique. Alors, maintenant, on va rentrer dans les complications psychotraumatiques. Alors, il y a bien sûr, vous vous en doutez, une forte composante psychologique dans l'émergence des problèmes sexuels des femmes qui ont été victimes d'excision, comme aussi si certaines ne s'autorisaient pas à éprouver du plaisir. Cet impact a été essentiellement apprécié dans nos sociétés occidentales, où les femmes ne se sentant pas entre guillemets normales, hein, la première intervenante a beaucoup parlé d'anormalité, on entend souvent ça dans les discours de ces femmes, et elles intériorisent le discours sur le lien qui est fait entre excision et absence de plaisir et se sentent frigides. J'avais une patiente qui me disait, mais alors, quand j'étais en Afrique, j'avais l'impression d'avoir une sexualité normale, mais depuis que je suis en France, on me dit que je suis frigide, alors je devais être aussi frigide en Afrique. Faire attention à tous ces discours. Alors, l'excision est un traumatisme sexuel, souvent indicible, hein, c'est difficile à raconter, comme nous le verrons si on a le temps dans certaines vignettes. Toutes ces complications ont été dans les années 80 au centre de la mobilisation occidentale. Alors, les complications psychotraumatiques, l'OMS définit le psychotraumatisme comme étant des troubles présentés par une personne ayant vécu un ou plusieurs événements traumatiques ayant menacé leur intégrité physique et psychique ou celle d'autres personnes présentes ayant provoqué une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur et ayant développé des troubles psychiques liés à ce ou ces traumatismes. Il faut bien insister sur les C parce que vous verrez que pour l'excision, c'est rarement un seul traumatisme. Pour l'OMS, les troubles psychotraumatiques sont déclenchés par une situation stressante de courte ou de longue durée, des catastrophes naturelles ou d'origine humaine telles que les guerres, accidents, tortures, terrorisme, viols, crimes, qui provoqueraient des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Moi, dans la parenthèse, on pourrait y ajouter les mutilations génitales féminines, car elles peuvent être considérées comme des événements qui, quelle que soit leur gravité, ont fait traumatisme. Dans la plupart des cas, la mutilation est vécue dans l'effroi, la peur, la sidération psychique. Le sujet est propulsé, annulé, réifié, c'est-à-dire qu'il peut ressentir une annulation de lui-même. C'est comme si la personne était anesthésiée. C'est l'agonie psychique dont parle, on le verra, Boris Cyrulnik. Il dit « L'effraction du corps mutilé peut provoquer un choc intense, laissant la personne dans l'incapacité d'élaborer psychiquement et dans l'incapacité de donner du sens sur l'insensé de cet événement. » Effectivement, on a du mal à le comprendre. Aujourd'hui, la majorité des femmes victimes d'excision ont été mutilées dans leur petite enfance, entre 0 et 8 ans. Ça n'a pas toujours été le cas et on voit encore des majeures ou des fillettes plus jeunes qui sont excisées. Par exemple, avec l'interdiction et la loi en France, certains parents qui veulent quand même faire exciser leurs filles le font au pays et ils attendent un certain temps. Et comme vous le savez, pour aller au pays, bon, il y a le prix du billet d'avion, mais il y a tous les cadeaux qu'on emmène à la famille qui doublent le prix du billet d'avion, le prix de l'excision, c'est-à-dire que pour avoir tout cet argent-là, il faut attendre un certain nombre de mois, voire d'années, avant de pouvoir partir. Et c'est comme ça qu'on a des jeunes adolescentes de 16, 17, voire 18 ans qui, lors de vacances, sont excisées dans les pays d'origine. Mais bon, j'ai été en Tanzanie il y a quelque temps. Il y avait chez les Maasai un groupe de jeunes filles de 17-18 ans qui allaient être excisées et en groupe. Et il faut savoir aussi que dans certaines ethnies, l'excision était pratiquée à l'âge adulte, avant le mariage, ou dans certaines ethnies pendant le premier trimestre de la première grossesse. Donc aujourd'hui, on a tendance à réduire l'âge et ça se fait entre 0 et 8 ans. Et ces petites filles ne comprennent pas le mal qu'on leur fait sans préparation, bien sûr, sans compassion pour les souffrances immédiates et de cicatrisation. Et le risque de psychotraumatisme dans ces conditions est très élevé. L'effet traumatique de l'événement sera d'autant plus important que la victime sera jeune, isolée, vulnérable, surprise aussi que l'auteur qui aura l'intention pour elle de lui nuire, alors que bon, dans les propos des adultes, c'est pour leur bien, pour en faire des femmes et des vraies femmes, comme vous l'a dit Yatou, sera un proche, une tante, une grand-mère, quelqu'un qu'elles ont l'habitude de voir et qui les cajole habituellement.
Par la suite, cette mémoire traumatique fera revivre l'événement lors de réminiscences. Donc, les réminiscences, c'est tout ce que l'on se remémore, ce qui revient à la mémoire. Le reviviscent, c'est ce que l'on revit. Parfois, dans les cauchemars, on peut revivre ces moments de mutilation avec des flashbacks, bien sûr. Chaque situation plaçant la victime aussi en contact avec n'importe quel élément de l'événement traumatique est susceptible de faire exploser à nouveau cette mémoire traumatique. Et par exemple, j'ai une patiente, en un moment vraiment inattendu, qui avait été excisée jeune, qui avait très peu de souvenirs, et elle est allée chez le dentiste, il a fallu lui arracher une dent, et lors de cette extraction dentaire, elle a revécu cette excision, et elle disait, quand je l'ai vue, c'est comme si on m'enlevait encore quelque chose. Le fait d'arracher la dent, c'est comme si elle a revécu l'arrachement de son clitoris. Ou l'une qui ne peut se mettre sur le dos pour dormir parce que ça lui rappelle la position qu'elle avait quand elle était excisée. Alors, il y a des moments aussi très propices à favoriser ce réveil de l'événement traumatique, de cette mutilation. Par exemple, il faut être très prudent dans les moments d'examen gynécologique parce que la position avec les pieds dans les étriers rappelle celle de la mutilation. Les premiers rapports sexuels aussi, l'accouchement, un viol, des images de douleur, d'angoisse. La victime s'organise toujours alors pour tenter de contrôler cette mémoire traumatique par des comportements souvent d'évitement. La plupart des femmes excisées d'ailleurs évitent de toucher cette zone clitoridienne, de la regarder et elles interdisent même à leur partenaire de la voir ou de la caresser. Elles peuvent même éviter aussi toute sexualité ou toute conversation à ce sujet. Alors, comment se fait cet accompagnement socio-thérapeutique dont le but est d'essayer de cicatriser ce traumatisme? Comme tous les traumatismes, toutes les femmes, bien sûr victimes d'excision, ne vont pas réagir de la même manière. Et il faut insister, particulièrement souligner ici sur une réalité, toutes les femmes excisées ne développent pas de symptômes ni de névrose post-traumatique. Elles font même très souvent preuve de grande résilience au sens où l'entend Boris Cyrulnik, que vous connaissez certainement, le psychiatre éthologue qui a introduit le concept de résilience, cette capacité à rebondir, à se reconstruire après un traumatisme, se retricoter, terme qui lui est cher. Alors, les conséquences psychotraumatiques de l'excision vont dépendre bien sûr du contexte de la mutilation, un contexte de maltraitance par exemple, ou d'abandon, de décès parental, souvent lorsque les deux parents décèdent et qu'ils étaient contre l'excision, les enfants sont confiés à des oncles et tantes ou à des grands-parents qui tout de suite ramènent la coutume et font exciser ces petites filles. Il y a aussi la question du secret et cette interdiction d'en parler, pour bien sûr éviter les poursuites judiciaires. On n'a pas eu le temps de parler de la mise en place, comment l'excision a été criminalisée dans certains pays d'Europe et l'est maintenant dans certains pays d'Afrique, mais il ne faut pas se leurrer, c'est aussi pour faire plaisir à l'Occident. Donc, cette interdiction d'en parler isole l'enfant dans sa souffrance. Je me souviens de la mère d'une patiente qui avait fait exciser sa fille au pays et dans l'avion en rentrant, elle lui a dit « si tu en parles, je te tue ». Eh bien, pendant 25 ans, elle n'en a pas parlé et c'était vraiment un trauma supplémentaire. Alors, le silence des adultes qui sont normalement protecteurs, en prévision aussi ou juste avant un mariage forcé. Il arrive aussi souvent que les plaintes concernant l'excision et les troubles qui semblent associés soient surtout liés à d'autres traumatismes sexuels tels que les agressions sexuelles dans l'enfance, les attouchements sexuels, les mariages forcés, et qui dit mariage forcé dit viol conjugal, bien entendu. Donc souvent, quand on fait l'anamnèse et qu'on interroge ces femmes, on s'aperçoit qu'en dehors du traumatisme, il y a eu d'autres traumatismes. Alors, la consultation, qu'on pourrait dire médico-socio-psychologique, tellement c'est une prise en charge globale, on essaie de voir par rapport à la prise en charge, quelle est la première demande, est-ce qu'elle est psychologique ou par rapport à la chirurgie. On essaie d'apprécier l'expression de la souffrance et le lien qui est fait avec l'excision. Par exemple, il y a des jeunes filles qui disent « je ne peux pas porter de jean tellement ça me fait mal » et c'est à cause de la coupure. L'évaluation des séquelles post-traumatiques,
Donc, on voit tout ce qui est la question des souvenirs, les charges émotionnelles, les comportements d'évitement, tout ce que je vous ai dit concernant cette mémoire traumatique. On essaye d'évaluer s'il y a eu d'autres traumatismes. Et dans cette prise en charge du psychotrauma, c'est tout un travail de déconstruction acquise aussi par les médias dont j'ai un peu parlé, c'est-à-dire où les médias vont très vite, pas de plaisir, pas normal, frigide, carexisé, et sur la chaîne des traumas quand c'est bien sûr le cas. Alors, la réparation du préjudice, on évalue ça, on voit par rapport à la satisfaction sexuelle, l'image du corps, cette normalité, anormalité, et cette construction de la personne sur une absence, sur un sexe impensé, imparlé, irreprésentable. Et ce désir de chirurgie, souvent, c'est un corps rêvé, un corps fantasmé, ce corps écran qui masque des traumatismes psychiques. Et aussi, parce que ce n'est pas toujours une réussite, j'essaierai de vous en parler un peu, c'est pour ça qu'il ne faut pas la présenter comme la solution miracle et incontournable. Il faut être très, très prudent dans cette proposition, parce que s'il y a déception, c'est un risque d'une nouvelle blessure narcissique. Alors, il y a la problématique de l'identité sexuelle. Comment faire coexister le sentiment d'appartenance à sa culture et le refus de ce marquage vécu comme déshumanisant. Et la problématique des couples, l'excision devient l'alibi des problèmes de couple et de la sexualité. La femme, parce qu'excisée, est désignée comme responsable des problèmes conjugaux. Alors, cette prise en charge, elle est pluridisciplinaire, globale, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les femmes dans leur globalité en proposant une prise en charge à la fois médicale, psychologique et sexologique. Donner une place identique à chaque spécialiste et réparer physiquement et psychiquement, mais ce sera d'abord réparer psychiquement avant la réparation physique. Donc voilà le temps donné, hein, élaboration de la demande. C'est un parcours un peu long, mais très important pour maturer cette demande avec, vous voyez, les trois spécialistes avec un temps identique. Alors, la chirurgie réparatrice, abordée, je vous l'ai dit, avec grande prudence, car nous sommes là dans un conflit de culture par excellence. Alors, malheureusement, à Minkoska, nous avions comme approche l'anthropologie médicale clinique. Je n'ai pas le temps de vous développer, mais vous voyez, on est dans une confrontation, là, des représentations culturelles, de l'image du corps, de l'intégrité corporelle, de la sexualité de la femme, etc., que je ne peux développer ici. La prévention, la possibilité d'avoir recours à la chirurgie réparatrice sont à envisager dans une approche de santé publique et avec un préalable qui, moi, me semble absolument nécessaire, qui est la réparation psychologique. Elle est souvent présentée comme un remède au plaisir, mais alors que la plainte première des femmes n'est pas celle-là. Donc, Idiatou en a parlé un peu, c'est le docteur Foldes qui a rendu possible cette reconstruction clitoridienne. Moi, je préfère ce terme qu'à réparation, mais communément, on l'emploie plus. On l'a sous médecin de la métamorphose, donc il a formé un grand nombre de chirurgiens en France et en Afrique. Et il s'est battu, mais alors vraiment battu, pour que ce soit codifié et remboursé par la sécurité sociale. Donc, c'est pour le chirurgien un acte très simple. Quand j'aurai le plein écran, je vous montrerai, parce que j'ai un clitoris en chiffon pour vous montrer. Un acte simple, mais pour se rapprocher le plus possible de l'anatomie initiale, même si un sexe, vous l'imaginez, réparé, on n'aura jamais totalement le même aspect qu'un sexe non excisé. L'information sur la chirurgie réparatrice doit être faite avec très grande prudence aussi, surtout auprès des jeunes filles n'ayant eu aucune expérience sexuelle et qui commencent à être demandeuses. Une infirmière scolaire m'a souvent sollicité pour ça parce qu'elle demande. Or, en général, les chirurgiens n'opèrent pas avant d'avoir au moins des premières relations sexuelles pour savoir si ça marche ou pas, parce que c'est ce que les sexologues nous ont appris. Les femmes excisées peuvent avoir du plaisir, hein, parce que quand on les dit on m'a tout coupé, en fait je vous montrerai, on n'a pas tout coupé parce que sous la cicatrice, le nerf clitoridien, il y a 11 cm de chaque côté. D'ailleurs, la chirurgie, c'est ça, c'est faire une incision pour faire remonter ces parties du nerf clitoridien et reconstituer un clitoris. Excusez-moi Marie-Jo, je vous coupe. Comme on a peu de temps, je vous propose de désactiver le partage d'écran et de nous montrer avec votre petite maquette oui. les ablations au niveau du clitoris pour conclure. Oui, d'accord. Alors, arrêtez le partage d'écran.
Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là. Oui, on le voit. Vous le voyez. Alors, donc, moi, c'est souvent ça, hein, je montre aux femmes. Alors, ça, c'est le clitoris. Bon, il y a les lèvres. Et là, derrière, vous voyez, il y a tout ce qui est la partie du nerf clitoridien. Donc, quand elles disent qu'on m'a tout coupé, alors en général, c'est ou le capuchon, comme l'a dit, il y a tout du clitoris, ou tout le clitoris. Mais vous voyez, ce petit bout jaune, je montre ça, c'est la cicatrisation. Et on dit souvent aux femmes, les sexologues le disent, si vous appuyez là très fort, vous allez sentir quelque chose, parce que vous voyez, derrière, il y a tout le nerf clitoridien. Et ce qui fait que le chirurgien, ça consiste ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien maintenant. J'ai du mal à me... Voilà. Il va ouvrir ici, hein, et faire remonter ces deux parties-là pour reconstituer le clitoris. Mais ce n'est pas toujours une réussite, parce que parfois, elles ont ce qu'on appelle un bourgeon, c'est-à-dire c'est énorme et on ne veut pas revenir en arrière. Et il y a une patiente là dernièrement qui me dit mais pourquoi c'est rouge et pourquoi ça ne noircit pas? Bon, j'ai demandé au chirurgien qui n'a pas de réponse. Bon, on va voir du côté des dermatos, mais c'est pour ça que même c'est vrai que ça peut réduire certaines souffrances parce qu'il y en a qui ont des problèmes pour uriner, il y a des douleurs, etc. Ça n'est pas la panacée et la solution miracle. D'ailleurs, les chirurgiens avec qui je travaillais à Paris, moins il opérait, plus il était content. Parce que ce qui est intéressant, que je n'ai pas dit, je vais terminer là-dessus, c'est que quand les femmes voient d'abord le chirurgien, qui leur montre, elles ne savent pas quel type d'excision elles ont eu, elles ne savent même pas qu'il y a 4 types. Donc, on leur explique, on leur montre parfois même avec un miroir. Le chirurgien leur parle de l'opération, si nécessaire ou pas. Ensuite, elles voient le travail psychologique avec la psychologique et ensuite la sexologue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand elles ont fait tout le parcours et qu'elles arrivent à la sexologue qui leur montre, qui leur fait toucher tout ce que je vous ai dit, etc., elles renoncent d'elles-mêmes à l'opération. Parce qu'on voit aussi les maris, hein, et donc elles peuvent s'apercevoir qu'elles peuvent aussi avoir une sexualité et avoir du plaisir, ce que pendant longtemps, on ne croyait pas. Voilà, et j'en terminerai là-dessus parce que je crois que j'ai débordé, je n'ai pas le temps de vous exposer un cas clinique. Je vous remercie, Marie-Jo. Je vais maintenant passer la parole à Guéade Eljandi, qui est doctorante au laboratoire Passage à l'Université de Bordeaux, qui travaille sur ces questions de mutilation génitale dans le contexte égyptien. Je vous laisse la parole. Bonjour. Donc là, moi, je vais parler plutôt du contexte égyptien. Et bon, c'est un peu différent et c'est un cas particulier par rapport à tout ce que vous avez entendu. Donc d'abord, je vais rappeler que les chiffres datent un peu, mais selon l'enquête des problèmes de santé de 2015, la prévalence des excisions en Égypte de type 1 et 2 était de 87,2% parmi les femmes égyptiennes. Et là, il faut préciser que l'âge d'excision en Égypte, c'est plutôt entre 6 et 14 ans. Donc, ça concerne plutôt les adolescentes. Et donc, voilà, face à cet enjeu, l'État égyptien avait adopté une série de réglementations pour combattre la pratique graduellement. Donc, entre 1994 et 2007, l'excision était toujours légale si elle était pratiquée par un médecin, justifiée par une raison médicale et approuvée par le chef du service gynécologique et obstétrical d'un hôpital. Donc voilà, en fait, cette étape, elle est très importante parce qu'elle va marquer le cas particulier de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. En 2007, une résolution ministérielle a interdit les professionnels de santé de pratiquer les excisions, sans toutefois imposer des sanctions à cet égard. Donc la première législation ne fut introduite qu'en 2008, puis en 2016, la loi a été renforcée et récemment, en 2021, des amendements étaient introduits pour lutter contre la médicalisation de la pratique. Donc, malgré ce cadre juridique, de nombreux prestataires de soins continuent à la pratiquer. Donc, parmi ce qu'on va appeler les nouvelles excisions, donc, qui concernent plutôt des jeunes filles de moins de 19 ans, 82% d'entre elles étaient excisées par un professionnel de santé formé. Donc, en fait, là, on n'a plus ce traumatisme dont mes collègues ont parlé. On n'a plus, en fait, ce côté traditionnel de la pratique, mais plutôt, on a la famille qui emmène une jeune fille
chez un médecin de confiance qui va la consulter et déterminer de la nécessité de procéder à une excision qui va appeler une excision cosmétique, entre guillemets, qui aura pour but de corriger une anormalité supposée. Et voilà, les travaux qui étaient menés sur les motivations des médecins ont évoqué plusieurs raisons, parmi lesquelles on peut citer la conviction, l'obligation culturelle, les pressions sociales, les gains financiers ou même le manque d'informations sur les conséquences négatives de la pratique. Comme Idatou l'avait mentionné, dans le domaine médical, les chirurgies sexuelles esthétiques se développent de plus en plus aux États-Unis et en Europe. Et dans le contexte égyptien, elles sont également en plein développement. Et à cela s'ajoute récemment l'offre de réparation des femmes excisées. Donc, en fait, là, on se retrouve devant un ensemble de types de modifications génitales qui reflètent des interventions techniques et médicales, entre guillemets, sur le corps des femmes. Avec le développement de ces chirurgies génitales, la recherche occidentale avait commencé à questionner en fait cette opposition entre les pratiques traditionnelles comme l'excision qui sont considérées comme des types de mutilation et d'autres pratiques de chirurgie esthétique comme par exemple la labioplastique et la chirurgie des petites lèvres qui ressemblent un peu à l'excision et qui fera partie des chirurgies esthétiques qui, quant à elles, reflètent l'émancipation des femmes et leur choix individuel. D'ailleurs, tous ces questionnements étaient surtout dans des sociétés occidentales où le contexte migratoire est déterminant et marque un peu la frontière entre les deux populations d'un côté et les deux types de pratiques. Alors qu'en Égypte, où l'excision est ancrée dans les traditions du pays et la chirurgie génitale moderne sont importées. Et aujourd'hui, on trouve diverses pratiques de modification allant de l'excision médicalisée, les pratiques de réparation et les chirurgies esthétiques, visant à intervenir sur le sexe de femmes qui se côtoient directement dans le milieu médical. Donc cela va un peu nous permettre de dépasser ces représentations culturelles et raciales liées à l'adoption d'une ou d'autres de ces pratiques. Donc, en fait, aujourd'hui, on trouve qu'avec la médicalisation de l'excision, les frontières entre les pratiques dites traditionnelles et la chirurgie esthétique deviennent de plus en plus floues. Avec la disparition de ces frontières, on risque en fait de contribuer à la promotion de la pratique de l'excision sous sa nouvelle forme médicalisée. Qu'il s'agit d'une excision médicalisée ou d'une chirurgie esthétique ou même de reconstruction, en Égypte, la procédure reste la même. Une consultation, un diagnostic pour détecter une anormalité supposée dans le sexe féminin et juger de la nécessité du recours à l'une ou l'autre des pratiques, qui va être conçue comme une intervention de correction. Cette consultation est devenue une normalité, voire même une norme qui concerne surtout les jeunes adolescentes à l'âge de la puberté ou même parfois les jeunes femmes avant de se marier. Ces interventions sont une procédure de fabrique de femmes conformes, mais motivées par différents modèles sociaux de la sexualité. Pour comprendre le contexte égyptien, il faut préciser que le système sanitaire, il est plutôt tourné vers le privé. Certes, il existe des hôpitaux publics, mais ils sont toujours surchargés. Ils s'occupent surtout de ce qui est de l'urgence et des problèmes purement médicaux. Contrairement à la France, il n'y a aucun soutien institutionnel à la reconstruction. Le projet étatique de lutte contre la pratique est plutôt axé sur la prévention et non sur la prise en charge des femmes excisées. Donc, la chirurgie de réparation est conçue comme une chirurgie de confort qui relève du domaine de l'esthétique et non de l'urgence médicale. C'est pourquoi que les cliniques privées de chirurgie esthétique génitale monopolisent l'offre de la réparation. C'est une offre très dispersée et très marginale
il n'existe qu'une seule clinique publique qui était récemment inaugurée par le soutien et le financement des organismes de l'ONU, mais on n'est même pas sûr qu'elle est opérationnelle encore. Malgré le développement du cosmétique gynécologique en Égypte depuis une dizaine d'années, l'offre de chirurgie de reconstruction reste très discrète. Le marketing est très modeste et ce n'est que récemment qu'il s'est développé, notamment sur les réseaux sociaux. Tout se déroule en toute discrétion. La procédure est très rapide. Ça peut durer qu'une semaine, contrairement à la France. Donc, entre la première consultation, la demande d'analyse et l'opération. Le suivi est très court et concerne plutôt les complications médicales liées à la chirurgie et non le regain des fonctionnalités. Et il n'existe pas vraiment du soutien psychologique. Enfin, les femmes qui le souhaitent peuvent se permettre de payer un psychologue pour ça, mais il n'y a pas vraiment une prise en charge globale des femmes excisées. Et même parmi les cas que j'ai interviewés, contrairement à cette idée, quand on explique aux femmes qu'est-ce qu'il faut faire et tout, les femmes sont là juste pour faire la chirurgie, la font, comme ça elles sentent qu'elle est redevenue normale et elles passent à autre chose. Dans le milieu médical, les rivalités sont très fortes et certains médecins n'hésitent même pas à discréditer leurs collègues, vu que la pratique reste largement méconnue et non réglementée dans le milieu médical. Chaque médecin essaye de souligner son expertise, sa notoriété, soit en mettant en avant le fait qu'il soit formé à l'international, à l'étranger, notamment en France, et donc à la bonne technique, soit en prétendant qu'il a inventé sa propre technique et il explique pourquoi et comment sa technique est meilleure que celle des autres. Cela dit, vu que la chirurgie est monopolisée par le privé, le coût de la chirurgie est très élevé. Ça peut coûter entre 15 000 à 40 000 livres. Juste pour vous donner une idée, le salaire minimum en Égypte, c'est 2 700. Donc, ça reste un grand budget. Certaines cliniques acceptent des dons pour financer des chirurgies pour des femmes qui n'ont pas les moyens. C'est pourquoi mais cependant, en fait, ces dons, ils ne sont pas très fréquents vu que la chirurgie n'est pas suffisamment médiatisée. Et cela explique parfois que les délais entre la première consultation et l'opération peuvent être très longs. En ce qui concerne les femmes, la majorité des femmes égyptiennes ne sont pas au courant de l'existence même de la chirurgie. Ainsi, quand elles sont informées, elles n'ont pas forcément envie d'être modifiées à nouveau. Pour elles, c'est vivre un double traumatisme, revivre son excision. À cela, bien sûr, s'ajoute le prix de la chirurgie, l'opposition de la famille, comme obstacle au recours à la réparation. Pour celles qui souhaitent se faire opérer, les motivations sont diverses. Le regain de la normalité corporelle ou redevenir une femme à part entière, ainsi que parfois la demande du mari ou du fiancé. Une autre difficulté est qu'en Égypte, en fait, le modèle de la sexualité reste très largement axé sur le plaisir masculin et une demande de réparation peut être considérée comme impudique, surtout que le mot reconstruction peut rappeler par exemple les hyménoplasties, ce qui donne un peu une mauvaise réputation aux pratiques à la chirurgie de la réparation dans une société qui valorise la virginité et que une sexualité féminine doit être discrète, pas très annoncée, et les femmes, en gros, n'ont pas droit au plaisir. Ainsi, le dernier obstacle est un peu le caractère clandestin de la réparation. En fait, le statut juridique de la réparation est un peu aussi flou parce que d'un côté, les chirurgies esthétiques sont légales, et l'excision médicalisée, elle est pénalisée. Donc, certains prestataires craignent que leur chirurgie soit pénalisée par le biais de la loi interdisant l'excision.
c'est une inquiétude qui était évoquée à plusieurs reprises et qui ne semble pas vraiment menacer les autres chirurgies génitales. Et ça, on ne le comprend pas trop, mais c'est juste l'idée où tout type de modification non thérapeutique est criminalisé. Mais bon, voilà, la chirurgie génitale reste aussi une modification non thérapeutique. Donc, on ne comprend pas trop, mais c'est juste un enjeu de signification et de profit derrière. Enfin, je vais essayer de conclure sur une petite anecdote qui illustre un peu mes inquiétudes et les risques que je pense qui sont liés à cette confusion entre les différents types de pratiques de modification au sein du milieu médical égyptien. Il s'agit d'un échange avec un des médecins qui fait des chirurgies esthétiques et des chirurgies de la réparation, qui me racontait, je vous ai parlé de la visite des mères avec les jeunes filles pour décider de la normalité de leur vulve. Donc, il me raconte qu'un jour, une mère était venue avec sa jeune fille de 12-13 ans et elle a demandé une consultation parce qu'elle trouvait que la vulve de sa fille, elle n'est pas normale et du coup, elle voulait l'exciser. Et il lui a répondu, alors là, ta fille, elle est trop jeune, je ne peux rien faire parce que l'excision, c'est illégal. Par contre, une fois qu'elle a 21 ans, tu peux revenir, on pourrait en discuter, il y a pas mal d'options esthétiques. Et ce n'est pas un cas isolé, il y a pas mal de cliniques qui sont plutôt dans cette logique-là, qui proposent qui proposent surtout cette consultation pour détecter la normalité de sa vulve avant de se marier, qui s'adresse aux jeunes femmes. Et là, on a toute une offre, pas seulement de chirurgie, mais d'autres interventions. Et on a tout un modèle de la vulve parfaite, belle, que toutes les jeunes femmes doivent avoir accès. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, juste avant de passer aux questions, je vous glisse dans la discussion un lien pour une bibliographie que nous a concoctée les chargés documentaires de l'Université de Bordeaux, notamment la bibliothèque sur le campus Victoire. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce lien pour plus d'informations et pour approfondir le sujet. Ce lien apparaîtra également sur le site internet de Changes. Alors, nous allons attaquer la phase des questions. Une première question qui, je pense, s'adresse à vous toutes. Donc, je vous laisse prendre la parole selon vos désirs. Dans les pays où l'excision est pratiquée, est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que les femmes en parlent entre elles ou est-ce que non, c'est plutôt quelque chose qu'on passe sous silence? Je vous laisse répondre à la question. Moi, je veux bien répondre parce qu'effectivement, c'est un sujet tabou, on le verra, même si certaines en parlent. Et on voit par exemple dans les fratries des sœurs qui n'en parlent pas entre elles. Hein, c'est très rare. Alors à sa mère, bien entendu, on en parle encore moins. Et c'est vrai que c'est comme ça que les femmes gardent en elles ce sujet. Mais c'est vrai que c'est tabou, en parler à un homme en plus. Enfin bon. Et bon, moi j'ai vu des filles excisées, je leur disais, mais vos sœurs. Alors les petites sœurs, on sait, parce qu'elles sont souvent, parfois, elles sont protégées. Donc il y a des petites filles qui ne sont pas excisées, les petites sœurs. Mais la grande sœur, on ne sait pas. Et on n'ose pas lui demander, on n'ose pas lui en parler. Alors, il y en a qui en parlent, hein, bien entendu, il ne faut pas faire une généralité. Mais d'une manière générale, c'est quand même encore une question assez taboue. Bon, je pense qu'il y a tout pour le dire. Je pense. En Égypte, ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend des milieux sociaux où la pratique est largement pratiquée, où l'excision est largement pratiquée. Il n'y a pas en fait ce tabou parce que tout le monde est excisé et on en est fier et on parle pas tous les jours bien sûr, mais si le sujet est évoqué, on en parle. Dans d'autres milieux où elle n'est pas pratiquée du tout, c'est le cas aussi. En fait, là où il y a un peu un problème, c'est plutôt dans la catégorie entre les deux, où on a un peu de personnes qui ont abandonné, d'autres non, ou une personne qui change de milieu social. Là, il y a un peu ce tabou parce que soit on a honte
de déclarer qu'on n'est pas excisé et on est entouré de femmes excisées, soit on a honte d'être excisé et on est entouré de femmes non excisées. Donc, ça dépend vraiment. Mais je pense qu'on a, enfin, je ne sais pas, après, ça dépend des contextes. Moi, j'avais plus de réticence de parler du sujet que les femmes que j'avais interviewées. Elles en parlaient plus librement, on va dire. Très bien. Une autre question. Est-ce que la crise sanitaire, selon vous, a eu un impact sur l'excision? Est-ce qu'il y a eu une augmentation des personnes excisées ou est-ce qu'au contraire, il y a eu une diminution? Alors, je pourrais répondre. Selon des estimations, c'est juste des estimations, il pourrait y avoir 2 millions de filles qui pourraient être excisées au cours de la prochaine décennie, en plus des 4 millions qui sont déjà à risque chaque année. Mais c'est juste des précisions et c'est avec le reportage TV5 Monde du 6 février 2022 que ces données ont été amenées. Donc, pour le moment, il y a juste des prévisions. Ce n'est pas un chiffre fixe ou bien ce n'est pas quelque chose qui peut arriver. Mais bon, c'est juste qu'à l'avenir, peut-être ou peut-être pas. Mais là, pour le moment, on reste juste sur des persistants. Alors moi, je peux dire que dans certains pays d'Afrique, la Guinée-Conakry, au Sénégal, au Mali, par rapport à la pandémie, il y a eu une augmentation des excisions parce que les petites filles n'allaient plus à l'école et étaient beaucoup moins protégées. Donc, de ce qu'on m'a dit, apparemment, il y a eu une augmentation des excisions. Très bien. Une autre question. Est-ce que l'excision apparaît dans les écrits religieux de type la Bible ou le Coran? Non, 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 pas du tout. C'est une pratique anté-islamique et les trois religions l'ont pratiquée, mais il n'y a rien dans le Coran. Enfin, je parle sous l'autorité des autres, mais il n'y a rien dans le Coran, si ce n'est qu'un hadith qui précise que le prophète aurait vu à Médine une exciseuse aurait dit réduit, quelque chose du genre réduit, mais ne détruit pas, c'est pas bon pour les femmes. Mais voilà, c'est un hadith, c'est-à-dire que l'interprétation des paroles du prophète, mais dans le Coran, il n'y a rien dans la Bible non plus, dans aucun livre religieux. Oui, il faut juste préciser que c'est une pratique qui précédait en fait les religions, qui existait toujours sur le continent africain, et elle est aussi pratiquée par les chrétiens, comme l'a dit Diatou. Et bon, voilà, après, on n'a pas vraiment à part ce hadith, on n'a pas vraiment de traces que le prophète a incité ou a lui-même excisé ses filles. Donc voilà, il a juste observé cette pratique quelque part et il n'a pas interdit. Donc c'est ça un peu la confusion. Une autre question, est-ce que les personnes concernées par les mutilations trouvent cette pratique normale et est-ce qu'elles utilisent le terme excisé? Par exemple, je suis excisée. Non, elles n'aiment pas. Enfin, moi, elles venaient me voir. Alors, ce qui était peut-être plus facile à Minkowska, c'est qu'on me présentait comme une spécialiste. Donc, elle savait qu'elle venait parler de l'excision. Mais en général, elle disait on m'a fait ça, ou on m'a coupé, ou on m'a. Mais le mot excision, bon, d'abord, dans les langues, Yatou en a un peu parlé. C'est vrai qu'il y a toujours. Je ne sais plus si c'est en malais, on dit boloko, bolo c'est les mains, ko, laver les mains, quoi. Il y a toujours quelque chose, mais on ne parle pas de mutilation, on ne prononce pas le mot excision, c'est rare. Oui, effectivement, on ne prononce pas le mot excision en vrai. Et la plupart du temps, les femmes, elles disent qu'on m'a coupé quelque chose. Donc, il n'y a pas de terme d'excision qui est prononcé ni de mutilation sexuelle féminine. Bon, je pense que quand même, votre public il est un peu particulier parce que c'est des femmes qui veulent se réparer. Donc, c'est un rapport différent à l'excision. Mais dans mes interviewés, il y en a des femmes qui sont pour la pratique, qui l'encouragent, qui l'assument. Après, il y a toute cette polémique sur les nominations et le mot utilisé. C'est vrai que le mot excision n'est pas un mot très péjoratif dans les langues ou des populations qui la pratiquent. Et il y a des femmes, ils disent oui, il y a des femmes qui sont fières d'être excisées et qui le disent. Par contre, personne n'utilise le mot mutilation. C'est un mot un peu imposé par les ONG, par l'ONU.
par les acteurs qui sont plutôt dans la lutte contre. Donc oui, il y a des femmes qui croient toujours, surtout dans le cas égyptien, les femmes qui étaient excisées chez un médecin. Donc qui pensaient que c'est normal, qui pensaient que c'est un truc thérapeutique, qui pensaient qu'elle en avait besoin et qui n'a pas du tout le traumatisme parce que c'était sous anesthésie, c'était un acte technique, c'est un médecin, quoi. Autre question, est-ce qu'il existe beaucoup d'associations en France qui luttent contre l'excision et est-ce que c'est un sujet qui est abordé notamment en politique en faveur du droit des femmes? Peut-être juste dire que oui, effectivement, alors je serais incapable de dire le nombre, mais oui, on repère beaucoup d'associations de prise de position pour lutter contre, pas uniquement en France, loin de là, hein, en Afrique aussi, par exemple, très nombreuses associations ou personnes un peu, des figures importantes qui prennent position contre, donc oui. Et par contre, la fin de la question était… Est-ce que au niveau politique, il y a des mesures, alors j'imagine en France, qui sont prises contre l'excision et en faveur du droit des femmes? Contre l'excision, oui. Enfin, il y a des interdits, là encore, en France, mais aussi dans d'autres pays, pas uniquement en France, loin de là. Dans certains pays d'Afrique, c'est aussi le cas. Donc, oui, oui. Et donc, de fait, c'est prendre position. Alors, ça ne s'exprime pas forcément sous la dimension de droit des femmes, mais si quand même de plus en plus, et notamment sous la houlette précisément de ces organismes internationaux qui se sont vraiment saisis de cette question, mais aussi du militantisme, hein, d'un militantisme fort. Alors, une question peut-être à destination de Marie-Jo. Dans l'accompagnement sociothérapeutique, est-ce que les professionnels médico-sociaux sont formés à ce public particulier que sont les femmes ayant subi des mutilations? Est-ce qu'il y a des conseils ou un vade-mecum à destination des professionnels médico-sociaux? Alors malheureusement, il n'y a pas de… Il n'y a pas de formation et dans les études, bon, que ce soit les études médicales, les études d'assistante sociale, infirmière, il n'y a pas de sage-femme d'ailleurs, il n'y a pas de cours spécifiques. Moi-même, quand j'étais à Minkowska, j'étais responsable du pôle formation et on avait beaucoup de professionnels médico-sociaux qui venaient suivre les formations parce que, bon, n'osant pas aborder ce problème avec les femmes parce que ne sachant pas comment l'aborder, si elle devait en parler, comment faire, enfin, étant mal à l'aise par rapport à cette question où quand des femmes venaient l'aborder, elles étaient aussi très mal à l'aise. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose pour lequel on lutte, où il faudrait introduire ça. Même les médecins le disent, hein, les gynécologues aussi. Hein. Moi, j'ai vu des femmes traumatisées par des gynécologues qui n'avaient jamais vu de sexe excisé et qui, une fois, en auscultant la personne, disaient « Oh, mais ma pauvre dame, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh là là !» Et moi, j'en ai une qui ne savait pas qu'elle était excisée. Je peux vous dire que c'est ça qui a fait traumatisme. Ce n'est pas le fait de… Voilà. Donc, effectivement, la formation, alors bon, maintenant, on peut se renseigner, il y a des vidéos, il y a des écrits, il y a quand même des écrits. Bon, moi, je ne vais pas vous faire la pub pour mes livres, mais bon, j'en ai écrit 2 sur le sujet. Mais voilà, malheureusement, ça manque quand même de formation. Et une autre question pour vous, Marie-Jo, par quels moyens les femmes sont informées? Est-ce qu'il existe des messages de prévention qui leur parviennent malgré la norme imposée dans certains pays? Des formations, comment? J'ai pas compris, des messages de prévention contre l'excision, est-ce que ça existe, notamment dans les pays où, bien où sûr, elle est… bien sûr que ça existe. Il y a des campagnes de sensibilisation. Alors, c'est souvent un peu compliqué. C'est fait par des ONG, mais il faut que… Enfin, moi, personnellement, chaque fois que je vais en Afrique, je ne m'autorise pas en terre africaine en tant qu'européenne et blanche, parce que on est souvent vécu comme des donneurs de leçons, etc. C'est vraiment compliqué, mais il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui sont faites dans les différents pays. Il y a
par exemple, le Sénégal que je connais bien, il y a par exemple des émissions de radio qui sont faites dans les différentes langues, puisque le Sénégal a plusieurs ethnies, avec des ethnies qui pratiquent d'ailleurs et qui ne pratiquent pas. Donc, il y a quand même des campagnes d'information. Il y a notamment aussi, oui, excusez-moi, notamment, alors moi je prône pour que les religieux aillent dire que ce n'est pas dans le Coran, etc. Et notamment au Sénégal, il y a un imam qui est un imam, on l'appelle l'imam pèlerin, et qui va de village en village avec son Coran pour expliquer que ça n'est pas dans le Coran, qu'il a des filles qui ne sont pas excisées, etc. Et quand ce sont les religieux qui parlent, on a un peu plus de chance que le message soit entendu. Malheureusement, dans certains pays comme le Mali, moi j'y suis allée avant, récemment, il y a 2 imams qui ont voulu le faire et il y en a un ils ont eu des menaces de mort parce que les 2 grandes autorités religieuses sont pour la pratique. Il faut juste préciser quelque chose, en fait, que dans la majorité des pays pratiquant l'excision, c'est une pratique illégale. Et il y a pas mal de projets internationaux, mais aussi par des ONG qui luttent contre. C'est plutôt une norme sociale qui est récemment, qui se déclare dans le public de moins en moins, mais qui reste en cachette pratiquée. Oui, non, et puis avec les jeunes, hein, enfin, moi j'ai vu aussi en Afrique des jeunes qui font des séminaires, qui font des rencontres là-dessus. Bon, bien maintenant aussi, il y a les réseaux sociaux, bon, il y a beaucoup de. On en parle dans les radios, enfin bon, on en entend parler quand même. Hein. Mais c'est vrai que ceux qui sont ancrés dans ce qu'ils disent, c'est ma coutume, on a toujours fait ça, il faut le faire, enfin, il y en a. Ne déborde pas. Donc, c'est pour ça que dans les campagnes de prévention, je crois qu'il faut cibler les futurs parents susceptibles d'être des parents exciseurs d'ici quelques années. Parce que c'est vrai que sur les parents et grands-parents actuels, c'est toujours compliqué. D'autant que vous parliez de la médicalisation en Égypte, mais maintenant, ça commence à… Il y a toute une campagne d'ailleurs au niveau international auquel je fais partie, parce qu'il y a une médicalisation de l'excision, notamment en Guinée-Conakry, dans certains pays. Et qui dit médicalisé dit que la pratique va perdurer. Hein. On n'éradiquera pas si on médicalise. On est rassuré, bien sûr, sur les morts, mais ça n'enlève pas les complications. De toute façon, le médical n'enlève pas, la médicalisation n'enlève pas les complications à plus ou moins long terme. Et dans la prévention, est-ce que l'éducation des jeunes filles peut être un remède, entre parenthèses, à l'excision? Comment ? Est-ce que dans la prévention contre les pratiques de mutilation, est-ce que l'éducation des jeunes filles peut être une solution contre ces pratiques? Bien sûr, il faut que les filles déjà aillent à l'école, etc. Et bien sûr, tout à fait, l'éducation, alors ça c'est quelque chose en premier. Et je vois que quelqu'un a fait passer un message, oui, il y a des formations par le GAMS, avec lequel j'ai aussi travaillé, qui donnent des formations, mais souvent les travailleurs sociaux ne sont pas toujours informés, mais il faut les informer de ces possibilités de formation. Alors, il nous reste très peu de temps, donc je vais poser une dernière question. Je suis désolée pour les autres questions pour lesquelles je fais l'impasse. Alors, c'est une question peut-être qui est plus orientée pour les anthropologues du groupe. Lors des entretiens avec des femmes ayant subi des mutilations, est-ce que c'est facile d'aborder ce sujet? Est-ce que les personnes concernées se livrent facilement? C'est une question pour vous deux, Idiatou, Guérad, allez-y. Alors, pour les femmes qu'on interroge le plus souvent, ce n'est pas facile du tout de parler de son passé parce que déjà, c'est un traumatisme. Il y a des femmes qui s'en rappellent et qui peuvent vous dire tout de cette journée, comment elles ont été excisées, par qui, comment. Et après, donc c'est vraiment des femmes qui, quand elles racontent leur histoire, des fois, même toi, en tant qu'être humain, tu es touché. Et récemment, j'ai eu à faire un entretien avec une femme et au bout de quelques minutes, elle a craqué vraiment.
elle a pleuré, pleuré, et elle m'a dit que là, elle ne se sent pas bien. Donc, c'est vraiment un trauma de revenir surtout si c'est une chose qui n'était pas prévue à l'avance, parce il y a de ces manières vraiment que la femme, d'un coup, on l'attrape, on écarte ses jambes et pouf, l'excision a effet. On lui coupe quelque chose. Donc, la plupart des femmes, non. C'est pas facile de parler de cette histoire. Et elle craque au bout d'un moment. Dans mon expérience, c'est un peu différent. C'est beaucoup plus compliqué de parler de la sexualité en général que de parler de l'excision. Donc, le sujet de l'excision, il est abordable, on va dire. Donc, en fait, moi, j'avais adopté plutôt une technique pour juste une accroche où je parle de la santé des femmes, je parle pas mal de sujets liés à la sexualité, depuis genre la puberté jusqu'à les visites gynécologiques, les grossesses, etc. Donc, en fait, le sujet de l'excision, il est un peu dilué entre pas mal de sujets. Après, je pense que mon cas, il est quand même particulier parce que la majorité de mes enquêtés, soit j'ai un peu un réseau que je mobilise, donc soit ils me connaissent, soit ils connaissent une structure à laquelle je suis affiliée, soit ils connaissent ma famille, donc ils peuvent me se confier plus à me parler que, je pense, d'autres personnes dont on interroge. Et aussi, c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est le rapport au trauma et le souvenir de l'excision diffère d'une femme à l'autre. Et tant que c'est pas très traumatisant, on va dire, donc c'est l'expérience qu'elle a passée, ou même il y en a certaines femmes qu'elle a passé une grosse partie de sa vie où elle n'était pas au courant, elle s'est rendue compte par hasard. Donc ces femmes-là ont plus de facilité à en parler que d'autres qui ont vécu vraiment un traumatisme qui leur a marqué toute leur vie. Donc, voilà. Écoutez, je vous propose de terminer ce webinaire par quelques mots de Caroline Dufy, donc directrice adjointe du département Changes. Caroline, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci à toutes les intervenantes pour vos interventions extrêmement intéressantes et où on voit avec ces différentes éclairages, on voit la complexité du sujet, sa variété selon les régions, l'évolution également, la différence ou l'écart entre la question du traumatisme psychologique, physique et la question de la norme sociale, le poids du religieux, enfin tout ça, la question du corps. Tout ça, ce sont des éclairages très très précieux. Donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir apporté votre éclairage. Et j'ai vu que dans le public, il y avait des gens aussi extrêmement intéressés, et parfois certains spécialistes ou disons très très connaisseurs de la question. Donc je trouvais que cette présentation était extrêmement intéressante. Donc merci à vous. Et donc voilà, je vous laisse la parole à Romane maintenant pour la présentation de la prochaine séance de ce webinaire. Donc et encore merci à vous tous et toutes pour votre présence alors que voilà, il fait très très chaud et que effectivement voilà, c'est une séance tardive, mais en tout cas, c'est tout à fait. Enfin, je trouve que c'est un très bon indice de l'intérêt que peuvent avoir ces sujets pour la société civile. Et personnellement, je m'en réjouis véritablement, puisque notre rôle, c'est aussi de diffuser les connaissances et de dialoguer avec la société civile sur des questions qui touchent nos sociétés. Donc, merci à tous. Alors, je vois qu'il y a une dernière question peut-être pour Marie-Jo. Est-ce que le PowerPoint sera transmis, Marie-Jo? Est-ce que vous nous autorisez à diffuser votre PowerPoint? Oh oui, en le mettant en PDF. Très bien. Bon, alors le PowerPoint sera accessible sur notre site internet changes.u-bordeaux.fr. Et également, nous avons des réseaux sociaux, un Twitter et un LinkedIn que je vous invite à consulter. Les sciences sociales dans la cité, ce n'est pas terminé puisque nous avons un autre webinaire le 29 juin qui abordera un sujet plus sociologique cette fois-ci, les femmes actrices invisibles du monde de la drogue. Donc, je vous invite à vous connecter à la même heure le 29 juin. Nous allons communiquer sur nos réseaux sociaux également. Mais écoutez, merci à tous et merci à toutes et on se retrouve très rapidement. Merci à vous pour votre attention. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.